Quel serait le lien entre coacher, lorsqu'on est dans le funéraire pour parler de deuil, et l'hypnose? On va voir ça avec Isabelle Sita, c'est Cosmo Réunionnais. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Retour du coach de la coach sur le plateau. Alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça évolue quand on parle de deuil? Alors déjà, merci de me recevoir à nouveau. Ça évolue dans le bon sens, toujours, donc ce qui est intéressant. Je trouve une oreille très attentive pour les gens qui veulent justement aujourd'hui aller au-delà du tabou du deuil, que ce soit individuel ou au niveau des entreprises. Donc, on le sait, lorsque les gens posent des questions, souvent ils veulent des réponses rapides, ils veulent des réponses tout de suite. Et surtout atténuer cette douleur qu'amène le deuil. Généralement, comment on fait pour leur faire comprendre que c'est un cheminement qu'il faut avoir? Alors, il y a deux types de pensées, parce qu'il y a ceux qui veulent aller vite, justement, et en fait, après, ils sont dans le déni, donc ils mettent des choses de côté dans un tiroir et ça se réveille à un autre moment douloureux. Donc, ça reste douloureux. Et puis, il y a ceux qui ne veulent pas forcément faire leur deuil, parce que pour eux, le deuil, c'est significatif de rattachement également à la personne. S'ils font le deuil, ils ont l'impression d'oublier ou de mettre de côté leur pensée. Ce qui veut dire de ne pas oublier, de ne pas tourner la page, histoire de ne pas trahir ce qu'il y avait de vivant à l'époque. Exactement, comme une culpabilité ou bien une trahison de passer à un nouveau chemin, un nouveau chapitre du livre. À quel moment faut dire que la personne... Parce qu'on est aujourd'hui, s'il y a une chose qu'on a évolué, c'est savoir utiliser les mots, trouver les mots adéquats. Lorsqu'on dit aujourd'hui, certains ne disent pas la mort, ne disent pas le décès, mais la personne est partie, la personne a rejoint le ciel. C'est dans ces termes-là sur lesquels il faut travailler, trouver la bonne posture pour que la personne parle de la mort tout en gardant vivace les souvenirs. En fait, tout dépend de comment la personne elle approche la mort. Mais à un moment donné, effectivement, il faut pouvoir placer les mots où la personne est réellement morte, elle est décédée, et pouvoir la placer là où elle doit être placée, au ciel, en terre, selon ses croyances. Combien de temps vous mettez en tant que coach pour faire un profil de la personne qui est en face de vous? C'est tout un travail de chaque rencontre, puisque la personne, elle évolue à chaque fois à sa rencontre. Donc, le travail se fait sur la séance, à la rencontre, à la présence qu'on peut avoir avec ce client. Ça doit être tactile aussi, ou le moment, c'est-à-dire que savoir toucher, prendre la main, parce qu'à un moment, l'autre a besoin d'un câlin, a besoin d'un bras. Alors, en séance individuelle, non, ça se fait pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'en accompagnement de fin de vie, c'est intéressant de pouvoir toucher la main, pouvoir laisser aller, amener la personne à se laisser aller, à dire les choses dont elle a besoin de dire avant de partir. D'accord. Pour revenir sur le deuil, entre la préparation de ceux qui restent à la mort de celui qui doit partir ou qui va partir, au moment où la personne est déjà partie, quelles sont les étapes que vous mettez en place pour pouvoir accompagner ces personnes qui restent, qui sont vivantes? Alors, tout dépend, parce que tout dépend de l'accompagnement que je fais. Soit c'est la personne qui effectivement est en fin de vie. Donc là, ça prend le temps que ça prend, et ce n'est pas moi qui régis les lois du temps. Soit c'est la personne qui se fait accompagner parce que elle est en train de perdre quelqu'un. Donc c'est pareil, ça peut être une séance toutes les semaines ou en fonction des besoins de la personne. Et aujourd'hui, ils sont de plus en plus fragiles, c'est-à-dire qu'il y a toujours de plus en plus recours à votre présence, à votre voix, à cette personne qui calme, qui apporte un peu de sérénité, qui apporte un peu de réconfort. Alors, ça fait énormément de bien d'avoir quelqu'un à côté de soi qui accompagne justement en douceur, en bienveillance, et c'est important. D'accord. Et depuis que vous avez commencé ce métier, cette formation de coach en deuil, comment évolue plus ou moins? Qu'est-ce que sont les éléments que vous retenez le plus dans le comportement des uns et des autres?
Alors que c'est souvent le premier pas qui est difficile. C'est-à-dire le premier pas entre une personne qui est dans sa souffrance face à un deuil, face à une épreuve de la vie, un traumatisme, de faire le pas d'aller voir quelqu'un qui puisse l'accompagner. C'est souvent ça le premier pas qui est difficile. Mais une fois que la personne a fait le pas, elle se retrouve en confiance et elle sait qu'elle peut justement parler en toute confidentialité, en toute séance respectueuse et surtout sans jugement. Donc, quelle est la part de la religion dans cet accompagnement qu'on mettait en place? Alors chacun ses croyances, donc je respecte justement chaque religion, chaque croyance, et en fonction de ce que la personne croit, je l'accompagne justement à retrouver de la sérénité, mais aussi à retrouver aussi du courage pour refaire face à plein de choses auxquelles elle doit faire face suite à un décès. L'évolution du monde est ainsi. On aura d'ici 2030 100 000 personnes âgées à La Réunion, plus ou moins. Donc le nombre de personnes qui vont mourir vont augmenter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un contexte qui fait que connaître la mort, comprendre la mort, il faut le commencer le plus tôt possible. C'est-à-dire son deuil, il vaut mieux l'anticiper un peu. Alors non, je pense pas qu'il faille commencer un deuil en avance. Au contraire, il faut justement profiter de chaque instant précieux de la vie, de chaque instant qu'on a avec les personnes qui nous entourent, qu'on aime et tout. Par contre, il faut justement essayer de ôter ce tabou de la mort et de pouvoir en parler librement. Pouvoir en parler librement fera que on accepte un peu plus facilement la mort. C'est ça, c'est cet objectif-là qu'il faut avoir, pouvoir que la personne accepte la mort d'un proche ou d'une proche. Alors chacun son objectif de ça, vie, sa manière. Ça, c'est une certitude. Donc de dire que même c'est un objectif, pour moi, ça me semble pas très juste. Néanmoins, il faut... Dans le temps, c'est-à-dire que ce soit à terme, à court terme, à moyen terme ou à long terme, l'objectif est quand même que la personne arrive à comprendre. À comprendre, mais surtout, comme je le disais tout à l'heure, à pouvoir profiter de chacune des personnes, de relativiser tout ce qui peut se passer entre les personnes, parce que des fois on a des petites disputes, des choses qui arrivent tous les jours, mais de savoir relativiser et de se retrouver dans la famille, avec les amis, et de profiter de chaque instant et de savoir que tout peut basculer à n'importe quel moment, qu'on n'est pas maître du temps ni de la vie. Malheureusement. On revient sur ce livre, je ne sais pas si... Non, je vais dire une bêtise, donc je ne dirai pas l'auteur. Vivre le moment présent. Oui. C'est pour le vivant, quand le futur décédé va, avant même qu'il parte, faire en sorte que le vivant, lui, profite du moment. C'est ça, vivre en conscience du moment présent, de l'ici et maintenant. Et du coup, on prend plus conscience des choses et on s'épanouit plus facilement à travers des sentiments, à travers des émotions. On le voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de monde partir parce que c'est la vie, hein, on est de plus en plus nombreux, donc il y a de plus en plus de morts. Et il n'y a pas d'âge. Et il n'y a pas d'âge, quel que soit, mais il y a la maladie également. C'est une façon aussi d'appréhender la mort pour ceux qui ne restent de manière inconsciente à ne pas se dire que la mort peut... Jean-Jacques Goldman disait, comme pour ceux qui croient qu'ils ne vont pas mourir demain. En fait, souvent, les événements de la vie nous rappellent que, justement, il faut en prendre conscience. Y compris pour ceux qui font du déni. Alors, ceux qui font du déni, ils ne sont pas conscients, justement, qu'ils font du déni. Donc, c'est les amener à s'ouvrir. C'est les amener à s'ouvrir, justement. Et le fait de rencontrer un coach qui parle de la mort peut ouvrir des brèches et ouvrir des tiroirs, justement, qu'ils ont refermés. D'accord. Alors, pour revenir à ce que je voulais dire, en fait, c'est que... Peut-être que j'ai pas compris la question. Non, si vous avez compris, mais vous avez compris la question, mais vous êtes dans votre démarche, et ça, je le comprends aussi. Mais moi, j'essaye quand même de déverrouiller la porte parce que j'ai besoin de le faire. Bien sûr. Mais la question, elle est simple, en fait. C'est que, finalement, vivre, c'est apprendre à mourir. Alors, quand on donne la vie, on donne également la mort. Déjà. Voilà. Donc, c'est pour ça que, parce qu'on a tendance souvent à les dissocier. On fait en sorte qu'on ne parle que on parle de la vie, mais on a peur de la mort. Et oui, mais dans les sociétés, on a souvent mis la mort
aux frontières, près de la mer, en dehors des villes, les cimetières, pour justement ne plus avoir à faire face à la mort. Malheureusement, dans nos sociétés d'aujourd'hui, on essaie de la mettre en dehors de nos vies. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du lien entre le deuil et l'hypnose. Oui. On a besoin d'hypnose aujourd'hui parce que certains ont du mal à accepter. Il y a plusieurs outils pour accompagner. Moi, mon outil préféré reste l'hypnose, effectivement. Donc l'hypnose ericksonienne. On a souvent des a priori sur l'hypnose parce qu'on ne sait pas ce que c'est que l'hypnose. On a tendance à penser que c'est comme l'hypnose de spectacle. J'aimerais quand même qu'on définisse l'hypnose par rapport à l'hypnose ericksonienne. Alors, l'hypnose ericksonienne, donc c'était une méthode mise en place par Milton Erickson, qui est un grand psychiatre aux États-Unis, et où il s'est basé sur le comportement et l'attitude des gens et le conscient et l'inconscient pour les amener. Le conscient étant la visualisation, je suppose. Non, pas du tout. Le conscient est le présent et ce que la personne voit en présence est réellement. Comment je pourrais vous dire ça en présence Parce que on regarde la place que prend l'hypnose aujourd'hui, on le voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup qui se forment, il y a beaucoup qui essayent d'en être capables de le faire. On le voit également dans la médecine aujourd'hui, pour essayer de ne pas être sous anesthésie. On essaye d'utiliser de l'hypnose également. Donc c'est pour ça que je disais que la place de l'hypnose montre qu'on essaye vraiment de faire appel au cerveau, quoi. On essaye de faire appel donc à l'inconscient, à toutes ces forces qui sont à l'intérieur de nous justement et qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser parce qu'on est dans notre vie de tous les jours et on a beaucoup de ressources en nous pour affronter, pour nous mettre des défis. J'allais dire, je vais vraiment insister là-dessus. Oui. C'est quand on parle d'hypnose, on parle aujourd'hui de cet outil utilisé. On voit que les gens essayent vraiment d'apprendre à utiliser cet outil. Mais quand on parle d'hypnose dans le deuil, c'est vraiment parce que à un moment donné, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à débloquer chez la personne qu'on coach. Alors, quand une personne vit un deuil et que c'est douloureux pour elle, elle fait justement au mieux de ce qui est possible pour elle avec les forces qu'elle a. Et souvent de se faire accompagner par un hypnologue qui sera de manière bienveillante, pourra justement lui permettre d'accéder à la parole, à ses émotions, pour ne pas que ce soit dans le refoulement, dans le déni justement, et lui permettre justement de libérer sa parole, dire les choses, verbaliser certaines douleurs et donc libérer la douleur. C'est ça qui revient le plus souvent dans les échanges que vous avez avec les personnes que vous accompagnez, c'est les souvenirs. Alors, il y a les souvenirs, il y a le manque. Le manque est aussi très présent. Quand on a l'habitude de vivre avec une personne tous les jours, se réveiller du jour au lendemain, et tous les moments de la journée, de la semaine, de la vie font que à un moment, il y a un manque. Si on a l'habitude de prendre le café ensemble, se retrouver seul face à son café, c'est difficile. Les premières fêtes, les premiers Noël, les premiers anniversaires, ça devient très douloureux parce qu'on est encore dans la présence du souvenir de l'année d'avant. Et ça, comment là aussi, c'est j'allais dire, une stratégie. C'est un cheminement. C'est un cheminement à avoir pour pouvoir faire un jour après l'autre, justement. On ne peut pas dire que en 5 séances ou en 10 mois, les choses seront réglées, la personne aura fait son deuil. J'entends souvent les gens dire on fait son deuil en 40 jours, on fait son deuil en 1 an. Pour moi, ça ne me convient pas parce que chacun fera son deuil. Ce sont des traditions il y a dans la religion tamoule, dans la religion chrétienne. Chacun il se met des étapes. Au bout de 40 jours, je crois, quel que soit d'ailleurs que ce soit les hindous ou les chrétiens, ils vont au cimetière étaler la terre donc sur la tombe, commencer à planter des fleurs. Donc pour eux, c'est une étape qu'on leur a pris. Je veux dire, c'est pas de leur faute non plus. Ce sont des traditions qui existent, des traditions qu'ils transmettent. Alors, au contraire, ce qui est bien, c'est à travers ces traditions, il y a des rituels. Et les rituels permettent aussi de faire le deuil. Si la personne doit justement faire quelque chose sur la tombe au bout des 40 jours, ça lui permettra de faire un pas de plus. Ce sont des rituels qui, justement, permettent
ce cheminement. Néanmoins, c'est difficile de dire qu'au bout de tel moment ou telle date, le deuil est fait. Parce que le deuil appartient bien à chacun et de la relation que la personne avait avec cette personne. Et ça, on peut faire son deuil au bout d'1 an, au bout de 3 mois, comme au bout de 20 ans, on ne l'a toujours pas fait. C'est vrai, au bout de 20 ans, oui. Il y a des gens qui n'ont toujours pas réussi à oublier. Il y a des gens, un amour fusionnel, un enfant qu'on perd. C'est D'accord. difficile si on n'en parle pas, si on reste justement dans ce qu'on a vécu et qu'on vit à travers sa douleur, on vit la présence de l'autre à travers sa douleur. Donc c'est difficile aussi de faire le deuil. Mais on peut apprendre, tout s'apprend. Et est-ce qu'on arrive à faire comprendre à la personne qu'il y a une personne qui est morte, c'est vrai, elle est partie, mais que la vie, elle, pour elle surtout, continue? Mais un coach sert exactement à ça. Ça se fait en douceur, ça se fait pas forcément en une séance, mais au fur et à mesure, amener la personne à comprendre que elle est en vie, elle est en présence, et elle est en présence pour les autres qui sont encore vivants aussi. Pour une maman, ses enfants auront besoin d'elle, un mari aura besoin d'elle. Donc il faut pouvoir appréhender sa douleur, mais aussi pouvoir continuer à vivre pour les gens qu'on aime et qui nous aiment. Le fait qu'aujourd'hui, la Réunion a aujourd'hui une démographie bien plus importante qu'avant. Avant, la mort, c'était quand il y avait un mort ou une mort dans une famille, c'était j'allais dire, on faisait la veillée mortuaire à la maison. La famille était réunie. Aujourd'hui, ça se passe souvent dans un centre funéraire. Il y a l'incinération. Quelque part, il y a un peu moins de monde autour. Il y a l'évolution de la société a fait que les gens sont de plus en plus individualistes, se déplacent un peu moins, ou ils viennent 1 heure, parfois un peu moins, après repartent. Les personnes se retrouvent souvent seules. Et est-ce que ça contribue à ce que le deuil, parfois, est plus difficile à faire comprendre? Je pense qu'il est différent, mais ça veut dire que notre société, elle met toujours la mort un peu plus loin, un peu plus éloignée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, notamment à La Réunion, on était habitué à des veillées funéraires à la maison. Ça se fait de plus en plus dans des centres funéraires. Chaque ville, aujourd'hui, est en train de construire sa chambre funéraire. Tout à fait. Donc, du coup, les gens ramènent la mort dans un centre funéraire. Ou des salles d'exposition funéraire, c'est-à-dire que voilà, dans les quartiers, on crée la salle pour que... Voilà, surtout parce qu'aujourd'hui, en termes de sociologie, l'évolution, c'est que dans les appartements, on essaye de créer en bas des immeubles un endroit où les personnes peuvent exposer leurs défunts pour la veillée mortuaire. Mais ça veut dire qu'on met la mort encore dans un endroit qui est neutre, où l'individu se retrouve seul à un moment donné. Donc c'est pour ça que c'est important la mort, et merci de me permettre de le faire à travers vos émissions à chaque fois. C'est gentil. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est comment justement faire comprendre que plus ça ira, moins ça sera, j'allais dire, moins on sera entouré. On a vu déjà parfois, on a vu juste l'exposition et avec une personne qui est assise là et qui veille, qui garde son défunt, mais autour il n'y a personne n'est venu, et c'est vrai que là, une forme de solitude qui devient de plus en plus... C'est pour ça que c'est important, justement, de travailler sur ce sujet. Quand je dis travailler, c'est vraiment pouvoir communiquer, échanger au sujet de la mort, pouvoir en parler librement sans qu'il y ait cette douleur, ces émotions tout autour, pour que on puisse y faire face lorsque ça nous arrive et qu'on se retrouve tout seul, justement. Dans cette solitude. Justement, et ça va être sans doute la dernière question, puisque je suis arrivé au bout de cet échange. Isabelle Sita, à quel moment on sait qu'on a redonné goût à la vie, à la personne, parce que ça veut dire que les souvenirs, le deuil, les souvenirs, le manque ne pèsent plus trop pour que la personne oublie de vivre? Alors c'est souvent quand la personne déjà peut recommencer à parler de la personne qui est perdue, avec un peu plus de douceur. Ça ne crée plus des émotions en elle. De pouvoir refaire des choses qu'elles faisaient ensemble ou des projets qu'ils avaient construits et qu'on continue de vouloir continuer. Donc une fois qu'on a fait ce pas-là, on commence à faire le pas de continuer, sans jamais oublier, parce que la personne sera toujours présente dans son cœur, dans nos cœurs. Merci Isabelle Sita, coach en deuil. On dit souvent que la mort est un manque de savoir-vivre. Je crois que le savoir-vivre, ça doit être pour ceux qui restent.
pas pour ceux qui partent. En tout cas, merci à vous pour Merci. pour tous ces éléments. On aura l'occasion d'y revenir, de revenir sur l'hypnose et de voir un petit peu comment évolue et puis parler de la mort. J'espère que ça va vous aider à mieux vivre. En tout cas, merci de nous avoir suivis.